13% de rendement annuel moyen pendant 10 ans. C'est la performance du marché américain et de son indice phare, le S&P 500, qui représente les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. C'est vraiment une performance exceptionnelle. On s'y est peut-être un petit peu trop habitué. Et si la fête était finie, et si c'était la fin d'une ère exceptionnelle, c'est pas moi qui le dis, c'est Goldman Sachs et une de leurs études qui essaie de prédire quel sera le rendement moyen de la prochaine décennie. Et leur prévision fait mal, puisque c'est un rendement nominal annuel moyen de 3%. 3% annuel moyen pendant les 10 prochaines années. Et encore, ces 3%, j'ai dit nominal, c'est-à-dire que je n'ai pas enlevé l'inflation. Si on enlève l'inflation, le rendement réel après inflation serait à peu près 1% par an pour le S&P 500 pendant les 10 prochaines années. Alors c'est un rapport que Goldman Sachs a sorti, je crois que c'était fin octobre, je l'avais vu passer, j'avais pas eu le temps de le lire, donc je viens de le faire et on va décortiquer ça ensemble parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. 3% annuel, c'est vraiment très faible. Ça place les 10 prochaines années dans le 7e décile des rendements historiques. Ça signifie que 70% des rendements observés depuis 1930 étaient meilleurs. Voilà, en gros, on a de fortes chances d'avoir l'une des plus mauvaises décennies de la bourse américaine qui démarre en 2024 pour se terminer en 2034. Alors, plutôt que de paniquer ou de dire que les banquiers racontent n'importe quoi, on va essayer de comprendre leurs prévisions. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que ces prévisions viennent d'un modèle statistique, donc même si Goldman Sachs nous donne une médiane de 3% de rendement annuel, ils ont une fourchette de prévision qui va de moins 1% de performance annuelle à plus 7%. Ben oui, c'est très très large, mais ce que je retiens surtout, c'est que la probabilité d'avoir à nouveau 13% de performance est quasi nulle, selon les calculs de Goldman Sachs, évidemment, puisque la fourchette va de moins 1 à plus 7% par an. Alors comment est-ce que Goldman peut faire ce type de prévision ? Déjà, il faut se rappeler que le niveau de la bourse, à long terme, il dépend de deux facteurs. La croissance des bénéfices, d'abord, et ensuite, la valorisation de ces bénéfices par la bourse, c'est le fameux PER, le ratio cours sur bénéfice. Donc si les bénéfices gagnent 20% et que la bourse les valorise avec le même PER, si on garde la même valorisation, alors la bourse devrait gagner 20%. Si de l'autre côté les bénéfices ne changent pas, mais que le PER moyen gagne 20%, alors le marché devrait gagner 20%. Et en général, le PER et les bénéfices vont soit monter, soit baisser en même temps. C'est ce qui rend les fluctuations boursières aussi violentes. Et pour mieux comprendre, je peux vous prendre l'exemple des 10 dernières années, cette fois-ci, c'est-à-dire de 2014 à 2024. L'indice américain a progressé de 233%, dividendes inclus. Et sur ces 233%, il y en a 54 qui viennent des dividendes, c'est-à-dire un quart à peu près. Et pour la partie plus-value, il y a les 3/4 qui viennent de la hausse des bénéfices, puisque les bénéfices des sociétés américaines ont progressé de 7% par an, et un quart qui vient de la hausse des valorisations, puisque le PER est passé de 16 à 22 entre 2014 et 2024. Donc on a eu le double effet, il y a les bénéfices qui ont bien augmenté, et ces bénéfices ont été mieux valorisés en bourse, comme je vous le disais, ça va souvent ensemble. Ces 13% annualisés, donc de 2014 à 2024, ça classe cette décennie parmi les meilleures décennies, puisque la moyenne depuis 1930 est de 11%. Mais les 3% qui sont prévus pour le futur, pour la prochaine décennie par Goldman Sachs, ça fait mal quand même de le dire, de s'imaginer qu'on peut potentiellement avoir 3% de rendement annuel contre 13% pour la décennie précédente. Donc ces 3%, eux, ils font vraiment partie des mauvais de la classe. Selon les calculs de Goldman Sachs, on va au-delà d'une des pires décennies qu'ait connue la bourse américaine. Alors comment font-ils ce calcul ? Déjà, ils utilisent 5 variables. La première et la plus importante, c'est la valorisation de départ avec un ratio qui est appelé le CAPE, donc CAPE, le CAPE ratio, qui est le PER ajusté en fonction du cycle. On appelle ça aussi le PER de Shiller. Donc si vous êtes déjà familier avec le PER, c'est le ratio cours sur bénéfice. Le CAPE ratio, c'est la même chose, mais en version longue durée, un tout petit peu plus sophistiqué. Le PER, vous savez, ça compare le prix d'une action à ses bénéfices, souvent sur les 12 derniers mois. C'est très bien, mais c'est parfois trompeur. Pourquoi ? Parce que les bénéfices des entreprises, ils peuvent énormément varier d'une année à l'autre, surtout en période de crise ou d'euphorie économique. Donc pour pallier à ça, le CAPE ratio utilise non pas les 12 derniers mois de bénéfices, mais les 10 dernières années. C'est comme s'il y avait une moyenne mobile très très longue, si vous voulez. Donc la moyenne des bénéfices des 10 dernières années ajustée de l'inflation. Et si on fait ce calcul-là, le CAPE ratio du S&P 500 est aujourd'hui à 38. C'est un des niveaux les plus élevés de l'histoire. Ça veut dire qu'en moyenne, les investisseurs payent 38$ pour chaque dollar de bénéfice des entreprises. Donc forcément, on part mal puisque on démarre cette décennie avec l'une des valorisations les plus élevées de l'histoire.
La deuxième variable, qui est aussi très importante, c'est la concentration du marché. Et vous le savez, actuellement, il y a 10 entreprises qui représentent plus de 36% de la valeur totale du SP500. Et ces géants qu'on connaît tous, les Apple, Microsoft, Amazon, etc., ils dominent tout. Et cette concentration, ce n'est pas juste un problème de diversification, c'est aussi statistique. Et c'est pour ça que que Goldman Sachs, suite à ça, fait cette prévision aussi pessimiste. C'est que historiquement, plus le marché est concentré, plus les rendements à long terme ont tendance à être faibles. Pourquoi? Parce que même les entreprises les plus puissantes, et ça fait plus de 100 ans que c'est le cas, même les entreprises les plus puissantes ne peuvent pas maintenir une croissance exceptionnelle indéfiniment. Ça a été le cas, voilà, on a eu des Nokia, des Yahoo, etc. Ça a été des géants à un moment, mais aujourd'hui, c'est plus que des souvenirs. Soit ils ont disparu, soit ils restent encore comme des General Electric, etc. Mais ils sont beaucoup plus petits qu'avant. Troisième variable utilisée par Goldman Sachs, la fréquence des contractions économiques, la fréquence des récessions, si vous voulez. Alors, je ne sais pas comment ils font ça, mais ils arrivent à estimer un nombre de trimestres qui pourrait être en récession pendant les 10 prochaines années. Ils estiment qu'il y aura 4 trimestres de récession pour les 10 prochaines années. C'est plutôt faible par rapport à d'habitude. Je ne sais pas à nouveau comment ils calculent ça, mais voilà, c'est un des autres paramètres. Avant-dernier paramètre, les taux d'intérêt. Ils regardent le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans. Pourquoi? Parce que ces obligations sont souvent considérées comme une alternative aux actions, une alternative sans risque. Donc si les rendements des obligations augmentent, et les taux d'intérêt sont quand même plus élevés aujourd'hui que pendant la dernière décennie, les obligations deviennent plus attractives par rapport aux actions. Et je sais qu'il y en a une partie d'entre vous qui se pose la question justement de basculer parfois sur les obligations. C'est des questions que j'ai régulièrement. Donc résultat, plus les taux sont élevés, plus ça met une pression sur les cours boursiers. Donc de démarrer cette décennie avec des taux plutôt élevés, c'est plutôt baissier. Voilà, selon Goldman Sachs. Et enfin, la dernière variable, pour moi peut-être l'une des plus importantes, c'est la rentabilité. C'est le rendement des capitaux propres. C'est en anglais ce qu'on appelle le Return on Equity, le ROE. Il s'avère que c'est un des ratios que j'utilise le plus pour investir. Ça mesure la capacité des entreprises à générer des bénéfices à partir des capitaux investis par les actionnaires. Et plus le ROE est élevé, plus une entreprise est rentable. Et aujourd'hui, au moment où on démarre donc cette fameuse décennie, le retour sur capitaux propres des entreprises américaines, il est très bon. C'est d'ailleurs la seule des 5 variables qui est vraiment optimiste pour l'avenir. Les 4 autres qu'on a vus précédemment, donc la valorisation, taux d'intérêt, les risques de récession et la concentration, tout ça, ça fait baisser justement ces fameux rendements de 13% à 3%. Le ROE, lui, est plutôt positif, c'est le seul des 5. Alors je dis que le ROE est très bon, mais attention, c'est même plus que ça. On est vraiment sur des niveaux historiquement élevé de ROE, quasiment jamais atteint. Donc il y a une seule des 5 variables qui est positive, mais il faut savoir qu'elle est très très positive. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce type d'études? Alors comme je le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de paniquer, ou à l'inverse, ça ne sert à rien de se boucher les oreilles. L'avantage de ce type d'études, c'est qu'elle nous force à sortir de notre zone de confort. En fait, elle nous rappelle que les rendements exceptionnels de ces dernières années, ils ne sont pas garantis. Déjà, ils nous rappellent que c'était des rendements exceptionnels. Ils nous rappellent qu'ils ne sont pas garantis et qu'il faut potentiellement ajuster nos attentes. Et ça nous aide aussi, je trouve, à raisonner en probabilité. Et pour vous donner une idée, selon le modèle de Goldman Sachs, le S&P 500 a 72% de chances de faire moins bien que les obligations sur cette prochaine décennie. L'indice américain a 33% de chances de faire moins bien que l'inflation. Je sais, c'est choquant. Pour moi, c'est choquant. Pour vous aussi. Mais c'est intéressant d'avoir ces probabilités en tête. Et 4% de chances de perdre de l'argent. Ça, c'est une statistique qui ressort un peu plus souvent. On sait que les probabilités de perdre de l'argent en bourse, et notamment avec la bourse américaine sur 10 ans, sont extrêmement faibles et sont effectivement aux alentours de 4%. Alors attention, c'est pas moi qui donne ces statistiques, c'est Goldman Sachs. Et d'ailleurs, dans leur étude, je trouve qu'il y a un truc très sympa, très intéressant qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les prévisions de 21 autres sociétés de gestion. Ils ont pris 21 asset managers, je ne sais pas d'où viennent, probablement américains, et ils ont regardé où étaient leurs prévisions de 3% par rapport aux autres. Et il se trouve que Goldman Sachs est de très loin le plus pessimiste. Tous les autres ont une estimation des rendements des 10 prochaines années plus élevée. Ça va de 4,5% à 7,5% avec une moyenne autour de 6%. Mais attention, 6%, c'est très bien par rapport aux 3% de Goldman Sachs, mais il faut se rappeler que c'est 6% avant de prendre en compte l'inflation et surtout, c'est plus de moitié moins que les 13% du passé. Donc si on prend l'ensemble des asset managers, bien sûr Goldman Sachs, mais même tous les autres, tout le monde a bien conscience qu'on a vécu des rendements exceptionnels et qu'il ne faut peut-être pas trop s'y habituer.
Mais comme d'habitude, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce que les marchés financiers ont une habitude bien à eux et cette habitude, c'est de nous surprendre. Moi, ça fait un certain moment que j'investis en bourse et je me laisse surprendre chaque année par les performances boursières à la hausse comme à la baisse. Vous savez, essayer de prédire les points hauts, les points bas, c'est une stratégie qui est presque toujours vouée à l'échec. Donc moi, je vais continuer à faire ce que je fais depuis toujours, c'est-à-dire je reste investi, je garde une vision long terme, mais je garde quand même en tête ce type de statistiques. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas être déçu, pour ne pas m'imaginer que maintenant on est dans un nouveau monde et qu'on va avoir pendant encore très longtemps des rendements au-delà de 10% sur le marché américain ou sur les indices monde. Moi, j'ai démarré l'investissement en 98, donc je me souviens très bien, puisque j'ai vu le marché américain perdre 50% de 2000 à 2002. Et pire que ça, je ne l'ai vu retrouver son niveau de 2000 qu'en 2007. Ça a à peine duré quelques mois. On a à peine dépassé le niveau de 2000 pour à nouveau reperdre plus de 50%. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. On peut avoir des marchés qui stagnent ou qui baissent pendant une dizaine d'années. Et justement, restons positifs. Ce n'est pas du tout ce que nous dit Goldman Sachs. Ils ne nous disent pas du tout qu'on aura une décennie perdante. Ils disent qu'on aura des rendements plus faibles. Et comme je le disais, c'est ce que disent tous les asset managers, tous les prévisionnistes, à prendre avec des pincettes. Donc, mais voilà, je pense que c'est bien de s'habituer ou plutôt de se déshabituer au rendement qu'on a eu jusqu'ici, notamment sur le marché américain. Le fait de partir avec une valorisation élevée, le fait de partir avec un marché concentré, et rien que ça, ça veut dire qu'on a des probabilités de faire aussi bien que les années précédentes qui sont quand même faibles. Donc voilà, il va falloir peut-être s'habituer à des rendements un petit peu moins élevés sur les actions. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est votre point de vue quand vous entendez ce genre d'études. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous bouchez les oreilles, vous paniquez? Ou bien est-ce que vous avez une autre manière de faire? Est-ce que pour vous, il y a des autres classes d'actifs qui peuvent être plus intéressantes que la bourse? Moi, j'ai malgré tout des doutes sur les chiffres de Goldman Sachs, sur le fait qu'il y ait 72% de chances que les obligations battent les actions. On est quand même, avant la crise Covid, on était quand même sur des marchés qui étaient plutôt désinflationnistes. On voit qu'on retombe sur des niveaux d'inflation qui sont plus corrects. Je sais pas, j'ai des gros doutes en fait. Cette étude m'a fait pas mal réfléchir. Ça n'a pas changé mon point de vue sur les actions par rapport aux obligations. Vous savez que je suis pas un grand fan des obligations, mais voilà, est-ce que ça vous fait changer quelque chose dans votre manière d'investir? Mettez-moi ça en commentaire. N'oubliez pas, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour chaque vidéo sortie. Moi, je vous remercie toujours, comme à chaque fois, mais c'est hyper important pour votre fidélité. C'est vraiment super sympa. Tous vos commentaires, tous vos messages qui sont d'une manière générale extrêmement positifs. C'est toujours super sympa. Donc, merci à tous et à bientôt. Ciao.